Bonjour à tous, je vous propose de commencer, et puis ça fera peut-être venir les dernières personnes qui font une pause entre deux débats. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Louise Guillot et je suis ravie qu'on m'ait confié l'animation de ce débat sur le sport, la culture, l'éducation populaire sous l'angle de l'émancipation en danger. Donc, pour en revenir un petit peu sur la thématique, je vous ferai une présentation rapide de la thématique pour vous faire réagir, et puis ensuite on passera sur un mode débat inversé, comme vous avez pu expérimenter plusieurs fois dans le festival déjà. Donc la parole sera à vous, et puis on essaiera d'animer une discussion riche et stimulante entre le public et puis la table ronde que je vais vous présenter tout de suite. Et donc avec nous pour parler de cette thématique, nous avons Mireille Hanon, qui est documentariste, initiatrice et organisatrice du festival Résistance, de Clamecy, tout à fait. Alain Foy, qui est écrivain, essayiste, dramaturge, directeur du Bazar Café, qui accueille beaucoup de débats du Festival des idées depuis la première édition, qui est anciennement directeur de la scène nationale de Guadeloupe, qui est aussi professeur de philo et en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, qui a été professeur de philo à Saint-Denis, et qui a aussi été athlète et danseur, et qui vit entre Bondy et La Marche. Donc riche parcours et plein d'entrées pour entrer dans ce débat. Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand depuis 2014, maire PS de Clermont-Ferrand. Et puis Régis Joannico, député Génération, conseiller départemental de la Loire, vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, qui était auteur de nombreux rapports sur la question du sport santé, la solidarité et du sport professionnel, et qui va publier un rapport très prochainement, le 21 juillet, sur la nouvelle pandémie sanitaire qui serait liée directement à la sédentarité et à l'inactivité sportive. Donc merci à tous d'être avec nous. On fait un débat debout. Et merci à tous d'être là, merci à vous d'être présents aussi pour les débats. Deux mots sur la thématique qui nous rassemble aujourd'hui. Donc la question du sport, la culture de l'éducation populaire. Un premier constat qu'on pourrait poser, qui serait le point de départ de notre discussion, c'est celle d'un recul de ces sujets-là dans la proposition politique du côté de la gauche. Historiquement, la question du sport, des pratiques sportives, de l'activité culturelle, de l'activité artistique sous son angle populaire, de la place de l'éducation populaire, que ce soit à travers des fédérations ou de l'action en matière d'éducation populaire, était centrale dans le militantisme de gauche, dans la manière de construire un projet sociétal de gauche. Et pour ceux qui étaient dans le débat juste avant, de l'autre côté, il y a une intervention de Catherine Tricot qui était très juste sur le fait que ce sont des sujets qui ont permis de construire des racines assez profondes dans la société par la pratique, des racines politiques qui permettaient de s'émanciper et de s'inscrire dans une trajectoire politique, dans une trajectoire d'émancipation pour les individus. Et on peut faire le constat qu'aujourd'hui, ces sujets-là, ils reculent ils sont moins au cœur du projet politique de la gauche. Ils sont pris sous un angle, en tout cas d'un point de vue médiatique, dans la manière dont on les traite majoritairement, plutôt sous l'angle des grands événements, du sport business, des propositions artistiques, culturelles majeures. Et il y a moins de place à la fois dans les discours, il y a moins de place aussi dans les propositions politiques sur la question de ces pratiques, des pratiques populaires de ces sujets-là. Et donc le sujet et la question par laquelle je vous propose de commencer, c'est quel projet politique aujourd'hui de la gauche en matière d'éducation populaire, en matière de sport et de culture? Y en a-t-il un? Et comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à avoir ces sujets finalement marginalisés dans la proposition globale des partis de gauche? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces premiers éléments de constat? Est-ce que vous voulez les nourrir avec d'autres choses, avec d'autres éclairages, que ce soit votre pratique, que ce soit un éclairage par votre travail, par votre expérience militante? Et la parole est à vous. Bonjour. Sébastien, j'habite à Varzé, je suis président de l'espace socioculturel du Val du Sauzet, donc du centre social comme on dit. Et comme on est dans la Nièvre, où la Nièvre a une forte culture autour des centres sociaux, de son organisation, puisqu'il y en a beaucoup dans la Nièvre, et je suis très content que, pour une fois dans un débat public, on parle d'éducation populaire, parce que c'est ce qu'on essaye de faire vivre au jour le jour pour nos membres et pour la population sur le territoire que l'on dessert. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de propositions politiques autour de ça, parce que
oui, on a besoin de soutien, oui, on a besoin de financement de la région, du département, des mairies, de la CAF, etc. Et c'est ça sur lequel nous, élus, on passe malheureusement beaucoup plus de temps que de faire vivre l'éducation populaire. Mais dans la Nièvre, elle vit. Donc, c'était un des sujets des élections départementales. Et heureusement que la gauche l'a remporté. Ça n'a pas été le cas dans le canton de Clamecy, où on avait une union de la gauche et pratiquement le seul canton où il y avait une union de la gauche, mais malheureusement quelques dissidents ont décidé de s'aborder cette élection pour deux raisons. C'est la grande ville. Moi qui viens de la région parisienne, quand on me dit que Clamecy c'est une grande ville, laissez-moi rire. Mais bon, c'est la grande ville du coin. Et un anticommunisme primaire. Donc après, comment est-ce qu'on veut faire vivre tout ça au jour le jour quand il y a des occasions de rassembler la gauche, on n'est pas capable de le faire. Ça fait lien avec le débat qu'il y a eu avant sur où est-ce qu'on va, quel peut être le projet. Mais je trouve que d'une part, nous, on l'a fait vivre tous les jours avec malheureusement plein de bâtons dans les roues, y compris par des élus malheureusement de gauche. Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis comédienne, donc la culture, ça me parle. Moi, je fais partie d'une toute petite compagnie dans l'Allier. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'on travaille un peu sur toute la France, y compris jusqu'en Belgique. Enfin, voilà, on va jusqu'en Belgique. Et malheureusement, on a regardé nos dates de prestation, alors pas cette année, mais voilà, il y a 2 ans. Et on s'est aperçu que quasiment les mairies qui nous faisaient travailler, c'était des mairies de droite. Les mairies de gauche, quand on les démarchait, on n'avait jamais de réponse. Donc je me dis que quelque part, effectivement, on a à gauche un gros travail à faire parce que, certes, moi je travaille dans le milieu plutôt historique, donc forcément ça plaît peut-être plus à la droite, mais en même temps, il faut qu'on se réapproprie ça et que je pense que nous, gens de gauche, on a vraiment à s'approprier ça et à proposer dans tous les quartiers, dans tous les milieux ruraux, une vraie alternative pour la culture et pour l'éducation populaire, parce que forcément ça en fait partie, la culture est une partie de l'éducation populaire. Et je me rends compte, moi j'adorerais que des centres sociaux, par exemple, effectivement, aient plus de moyens pour nous faire venir, y compris dans des quartiers qui ne voient jamais la culture, que ce soit dans des petites communes ou dans des grandes villes. Parce que c'est là qu'on va pouvoir ramener les gens vers nous et aussi les ouvrir à d'autres choses et les ouvrir à une découverte du monde. Et ça fait partie d'une manière de faire société ensemble. Donc voilà. Mais les gens vont pas aller, il y a certaines zones où ils vont pas aller à la culture. Il faut que la culture vienne à eux pour qu'après, ils aient l'idée d'aller au théâtre, à l'opéra. Voilà. Mais ça, il faut aller chercher les gens avant de leur demander de venir. Et ça, malheureusement, pour l'instant, c'est difficilement le cas dans certaines zones. Donc, bonjour à tous. Alors moi j'aurais une question sur le sport. Alors déjà un petit tableau général, très simple et très court. Alors il faut savoir que le sport c'est 12 milliards dans les collectivités territoriales, mais simplement le ministère c'est 1,5 milliard. Donc déjà on voit qu'il y a un distendu. Alors certes on fait beaucoup de choses localement, mais on pourrait estimer qu'il y a plus de choses à faire au niveau national. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau du budget, sur un certain nombre de questions, le budget a baissé en 2017, en 2018, il y a un rattrapage en 2020 au niveau du ministère, et en plus, ça s'est accompagné, malheureusement, d'une baisse des politiques favorables aux dons, et aussi avec la Covid, eh bien, finalement, les associations sportives, et finalement aussi culturelles, hein, ça va de même, ont énormément vu leur dotation baisser, il y a eu moins de pratiquants sportifs, etc. On est arrivé à moins 3 millions de pratiquants sportifs. Et donc, il y a une dégradation au niveau associatif depuis plusieurs années qui se passe. C'est antérieur à 2017, mais depuis 2017, ça s'est énormément dégradé. Avec la Covid, on n'en parle pas. Et on pourrait d'ailleurs se poser la question, comme j'ai entendu avec les camarades, là, de retour du terrain de la gauche.
parce que je pense qu'il y a quelque chose. Et alors ma question, elle sera très simple. En quoi le sport ne serait-il pas essentiel? Parce qu'on l'a souvent mis de côté. Il y a même eu une mairie à Saint-Étienne où le maire a interdit le jogging pendant la journée, alors que c'était un petit peu la seule source d'oxygène. Voilà, merci. Merci beaucoup. Sur le sport, peut-être Régis Joannico, puis après on fera passer la parole à Olivier Bianchi pour la question des collectivités territoriales et plus globalement le rôle des mairies sur ces sujets-là, cette capacité aussi à renverser des dynamiques nationales très fortes. Et puis ensuite, peut-être un retour sur la première intervention à propos de Clancy. Alors tout d'abord, de façon plus générale, moi je pense que l'éducation populaire, c'est aussi c'est la vie associative, c'est le fait associatif dans notre pays. Moi je considère que c'est une grande richesse, c'est un atout pour notre pays. D'ailleurs, beaucoup d'autres pays européens nous envient le fait que nous ayons 20 millions de bénévoles engagés dans la vie associative, que ce soit dans la culture, dans le sport, dans les associations de solidarité qui, elles, n'ont pas été à l'arrêt du tout pendant la crise sanitaire et qui ont continué à fonctionner, heureusement, en direction des publics les plus fragiles, l'aide alimentaire en particulier, mais aussi l'hébergement d'urgence, enfin beaucoup de secteurs qui ont merveilleusement bien fonctionné malgré le fait qu'il y avait certains bénévoles qui, du fait des conditions sanitaires, ne pouvaient pas, et il y a beaucoup de bénévoles retraités, continuer leur engagement. Mais c'est vrai que nous avons cette chance d'avoir 20 millions de bénévoles jusqu'à maintenant, plus d'1 million d'associations, que parmi ces associations, il y a des associations employeuses, près de 2 millions d'emplois, il y a tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais ce n'est pas le sujet de cet après-midi. Et puis, il y a 90% des associations qui aujourd'hui ne reposent que sur l'engagement de leurs bénévoles. Et cela, effectivement, alors je pense pas au niveau des subventions des collectivités territoriales, ni même de l'État, mais celles-là ont particulièrement dégusté pendant l'année et demie qui vient de s'écouler. On a un petit sujet, un petit point d'interrogation sur est-ce que tous les bénévoles vont revenir à 100% dans leur engagement associatif à la rentrée de septembre. On a quelques contre-exemples. On a aussi beaucoup d'associations qui ont réussi à remobiliser l'ensemble de leurs bénévoles, notamment des éducateurs sportifs dans nos clubs. Mais il y a aussi des bénévoles qui ont pris d'autres habitudes. Il faut aussi le savoir. Et comme je disais tout à l'heure, vu qu'on a 50% des bénévoles responsables qui aujourd'hui sont des retraités, ont plus de 60 ans, c'est d'ailleurs une bonne raison pour laquelle il ne faut pas retarder l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'est qu'aujourd'hui, on créerait des grandes difficultés pour l'engagement associatif, par ailleurs. On l'avait dit l'an dernier dans la bataille qu'on a menée sur le projet de loi retraite. L'autre, je pense vraiment, l'autre fait majeur sur le fait associatif, la vie associative, c'est que En Marche est venu sur un plan idéologique en 2017 en disant on va supprimer les emplois aidés. Il y a eu pendant 3 ans moins 80% des emplois aidés. Il y avait à peu près 450 000 emplois aidés au moment où nous étions dans la majorité. Et il y a eu moins 80%. Avant qu'ils s'aperçoivent que c'était une grosse connerie et qu'ils ont créé un pis-aller, mais qui ne marche pas, qui sont les parcours emploi compétences. Donc on a aujourd'hui un vivier associatif qui a aussi beaucoup souffert du point de vue de l'emploi associatif. Donc ça sera... Je ne dis pas que les emplois aidés, c'est la panacée, je ne dis pas ça. Je dis qu'il faudra peut-être inventer des formes de contrat de travail qui soient beaucoup plus, moins précaires et beaucoup plus pérennes. Simplement, le soutien des associations sur des questions d'emploi, ça me paraît vraiment être aujourd'hui, notamment dans les centres sociaux, quelque chose d'extrêmement important. Ça, c'est le premier point. Et puis je termine sur la question du sport. Alors, est-ce que le sport est un bien essentiel ? À cette question-là, je répondrai, ça n'a jamais été considéré comme un bien essentiel. D'ailleurs, on voit bien que si on fait une comparaison, mais j'aime pas bien faire les comparaisons avec la culture parce que ça n'a pas grand sens et il ne faut pas opposer culture et sport. Mais par exemple, les chiffres que tu donnais tout à l'heure, on est plutôt autour de 800 à 900 millions d'euros de crédits de l'État budgétaire et extra-budgétaire. Sans compter les profs de PS, bien évidemment, mais ça, c'est 3 ou 4 milliards d'euros au ministère de l'Éducation nationale. Mais sinon, l'essentiel, c'est les collectivités territoriales qui financent aujourd'hui le sport à travers les équipements, à travers les subventions aux clubs.
la culture, alors je crois que c'est 10 à 11 milliards d'euros de crédits de l'État, ne serait-ce que des crédits de l'État, donc pour faire la comparaison. Et c'est vrai que pendant la crise sanitaire, on a beaucoup évoqué la culture comme étant un bien essentiel, assez peu le sport, ce que je regrette parce qu'on s'est aperçu que c'était vital pour notre santé publique. Et que à la fin du premier confinement en particulier, on a vu que l'heure d'activité en plein air avait fonctionné comme une bouffée d'oxygène pour les Français et les Françaises, qui l'ont utilisé parce que c'était un moyen de lutter aussi contre l'anxiété, contre le stress, pour avoir une bonne santé physique, mais aussi une bonne santé mentale, et que derrière, il n'y a pas eu d'opportunité qui a été saisie par ce gouvernement pour en faire un vrai levier aujourd'hui, notamment dans les clubs, pour accueillir des malades chroniques, pour ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les questions de sédentarité et aussi d'inactivité physique, car aujourd'hui on a des signaux d'alerte. Bon, je crois qu'il ne faut pas que ce soit trop long dans mes réponses, donc je reviendrai peut-être plus tard sur comment on peut faire en sorte que ce soit un bien essentiel. Alors, moi peut-être pour répondre à la question, je vais parodier le titre d'un film de Romer, La gauche, le maire et l'éducation populaire. Hein, comme ça, si je suis trop bavard, vous aurez compris que je suis bien dans la citation de Romer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je vais essayer juste de dire trois problématiques très simples pour laisser le débat s'installer. Un, la gauche, elle est à poil sur ces questions-là. Toute la gauche est à poil. Les programmes sont abscons, la priorisation que nous y donnons est faible. Nos réunions stratégiques, thématiques, généralistes, c'est pas la table ronde qui appelle le plus de monde. Nous avons usé, nous avons, comment dirais-je, tiré sur la corde de la dynamique des années 70, 80, post-68. Nous sommes à poil. Et je suis secrétaire national à la culture du Parti socialiste. Nous avons depuis 1 an, nous avons profité du confinement pour nous réunir tous les mois avec tous les secrétaires nationaux de tous les partis de gauche. Et on parle de culture. Très honnêtement, on n'a pas grand-chose à dire. On est d'accord sur plein de choses, on constate ce qui se passe, on a des analyses sur le déterminisme, sur la démocratisation, mais globalement, on est loin, et aucune des familles de pensée de la gauche est loin d'avoir aujourd'hui un projet proposé. Le maire, c'est que par contre, ce qui nous fait tenir encore, c'est que les collectivités locales, elles tiennent un peu la barre. Ça fait longtemps, parce que la gauche est à poil, qu'il y a des maires de droite qui font des politiques publiques formidables. Hein. Moi, pour être engagé très largement, là aussi, président de la commission culture des maires de grandes villes, il y a des maires de droite qui font bien mieux que des maires de gauche. Donc ce n'est plus un déterminisme idéologique. La culture, c'était à nous, en tout cas c'était vécu comme à nous, l'éducation populaire. En réalité, notre réussite a été aujourd'hui absorbée par toutes les traditions politiques. Et c'est en ça qu'on est faible. Mais les collectivités locales font encore un travail. Je pense donc qu'il faut partir des expérimentations des territoires. Si nous n'arrivons pas à faire un corpus idéologique dans nos partis pour fabriquer une pensée sur la question, alors il faut repartir du terrain, il faut repartir, c'était la République des maires en 77, il faut faire pareil, il faut partir des expérimentations, et je pense, je connais moins le secteur, mais je pense que c'est un peu le même sujet en sport, je pense qu'il y a plein de choses qui se font aujourd'hui dans les territoires, il faut les observer, les analyser. L'éducation populaire, je pense qu'une des faiblesses de notre dispositif politique, c'est que la complexité de la société, la professionnalisation des champs ont généré le fait que les politiques culturelles comme les politiques sportives se sont mises dans des lignes d'eau et n'en sortent plus. Elles se sont professionnalisées, il y a des réseaux, les scènes nationales, il y a des réseaux de bibliothèques, il y a des clubs sportifs, il y a des fédérations. Et au fond, je vais faire un peu de provocation, chacun défend son corporatisme de sous-groupes dans le champ, de champs par rapport aux autres champs, et donc on ne parle plus. Or, la seule façon aujourd'hui d'exploser cette professionnalisation, cette priorisation, ce conflit quelque part d'intérêts entre les champs, c'est l'éducation populaire parce que c'est transversal. Et évidemment, je mets sur la table une provocation, faut-il avoir encore un ministère de la Culture ou allons à nous avoir le courage d'avoir un ministère de la Culture, de la Jeunesse et de l'Éducation nationale ? C'est invraisemblable en termes de portefeuille ministériel, mais ce que j'entends par là, c'est la question de la transversalité, c'est-à-dire l'éducation, l'émancipation,
sortir les gens de leur rail sociologique, bénéficier de ces structures, le sport, la culture, l'animation, les associations, pour nous sortir de notre déterminisme social. Et là, on remet la promesse républicaine d'égalité, là on redevient de gauche. Eh bien, pour la première fois de ma vie, je tombe tout à fait d'accord avec un élu de gauche. Oui, alors, en tant qu'écrivain, je m'intéresse, évidemment c'est un petit vice, à la relation entre les mots, sport, éducation, émancipation. Et je me pose la question, quelle est la relation entre tout ça? Et qu'est-ce que ça veut dire, au fond, émancipation? Hein, qu'est-ce qui est derrière ce mot-là? Et moi, tout bêtement, j'ai des images, j'ai une expérience. J'ai vécu à Bondy très jeune, à Bondy Nord, c'est-à-dire, on connaissait Bondy, hein, c'est un endroit complètement déserté aujourd'hui par la République. Mais autrefois, il y avait un cinéma d'art et d'essai qui était dirigé par un spécialiste du cahier du cinéma. Il y avait une MJC, il y avait un ensemble de choses qui faisaient que des jeunes comme moi, qui s'ennuyaient. Vous savez, La haine, le film, est un film qui est pas mal, mais il est faux. Parce que la réalité de la violence vient de l'ennui. L'ennui quand on est assis au bord de son HLM et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'à un moment donné, ça monte et on explose. Eh bien, ce monsieur-là nous faisait entrer et nous disait, viens voir, viens. Le gars, il s'appelle Wim Wenders, c'est intéressant, tu vas voir. L'angoisse du gardien de but, on regardait ces trucs-là étranges et pourtant, ça nous faisait réfléchir un petit peu. Et puis, à la MJC, on pouvait faire, à côté du macramé, on faisait de la danse, on faisait de la musique, etc. Et ça a disparu. Ça a disparu. Autant qu'ont disparu, d'ailleurs, les politiques territoriaux sur le terrain, autant qu'a disparu le curé, autant a disparu, en fait, la possibilité de dialogue et de dialectique et la mixité de même. Moi, j'ai eu la chance, plus que mon fils qui est venu après, d'avoir la mixité, c'est-à-dire d'avoir la possibilité. Moi, je suis un fils de femme célibataire, de mère célibataire de 4 enfants, aide-soignante. Donc, mon déterminisme était très clair. Je devais devenir ouvrier. Je pense qu'il y a cette notion de patience, de temps qui est donné pour offrir à ceux qui n'ont pas déjà la culture en eux-mêmes, la possibilité d'entrer et de découvrir des choses. J'ai eu cette chance-là. Quand j'étais professeur de philosophie, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que lorsque vous interrogez, vous parlez comme ça librement avec des élèves sur des sujets, et vous vous rendez compte qu'il y en a qui sont vraiment très profonds. Et lorsque vous lisez leur dissertation, vous leur donnez 3. Et quelle est la différence? Vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a ceux qui ont la culture et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui sont nés dans un bain et ceux qui ne sont pas nés dans ce bain-là. Alors, quelque part, l'éducation devrait être un sous-ensemble de la culture, quelque part, je dirais. Parce que, d'une certaine manière, on ne peut apprendre que lorsqu'on a déjà le désir d'apprendre. Et donc, avoir le désir d'apprendre, c'est déjà d'avoir la culture de l'apprentissage. Ce qui m'a beaucoup énervé dès le début des années 80, c'est un mot notamment de Jack Lang qui disait aux jeunes de la banlieue, défendez votre identité. Mais quelle identité ont-ils à défendre? Ils sont nés en France, d'accord, et même d'une génération qui était déjà née en France. Et on entendait parfois des professeurs disant « Ahmed, raconte-nous ta culture ». Mais qu'est-ce que Ahmed a raconté, sa culture? Ça veut dire que la culture d'Ahmed est aussi petite que lui? On ne va pas demander à Michel ou à Jean de raconter sa culture, parce qu'on sait que la culture de Jean et de Michel, c'est la civilisation. Et que cette civilisation, on l'apprend à l'école, c'est l'éducation. Or, le problème est là, c'est-à-dire qu'on a mis de côté, en créant cette fameuse notion de diversité, qui est vraiment un foutage de gueule. Il y en a qui disent « je suis issu de la diversité ». Mais moi je dis « je ne suis pas issu de la diversité, je suis issu de ma mère ». Et ma mère, elle est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez,
d'un camp d'un côté qui serait celui du divers et le camp du monobloc blanc. Et le fait de permettre et d'emmener ces jeunes à accepter qu'ils sont différents en soi, c'est déjà le problème du renoncement. Ils vont donc déjà renoncer à être dans la République elle-même. Vous voyez? Et je m'amuse à dire ça parce que j'étais professeur. Sachant. Un sachant ne peut rien apprendre à un sachet si le sachet ne s'ouvre pas. Et donc il faut que ce sachet s'ouvre et donc il faut créer le désir de s'ouvrir. Et ce désir-là, il est créé par quoi? Mais par les différentes possibilités qui sont offertes. C'est-à-dire le maillage, par exemple, culturel. Moi, je suis devenu directeur de la scène nationale de la Guadeloupe. Ça s'appelait déjà au départ centre d'action culturelle. Et j'ai vu comment les centres d'action culturelle se sont devenus scène nationale. Et les centres d'action culturelle, eh bien le mot action culturelle est devenu un mot vraiment ringard à l'époque. Parce que scène nationale, c'était un label. C'est-à-dire un label qui n'a de sens que dans la mesure où l'État est présent. Et au fond, on va créer un label commercial en fait. C'est la grande distribution du même. Et quelque part, il y a une vraie faillite de la culture à ce niveau-là, parce qu'en réalité, on a effectivement professionnalisé les structures culturelles, mais en les professionnalisant, on a cherché surtout à réduire les coûts, etc. Mais du coup, avec les adhérents et les abonnés, qu'est-ce qu'on a fait? On a reproduit les mêmes. On a fermé le champ. Et on a fermé à la fois le champ du public et le champ esthétique. Et les artistes qui tournent dans les scènes nationales sont des artistes d'État, plus ou moins. Ce ne sont pas des... Malraux pourrait se retourner dans sa tombe, parce que quand Malraux a créé la Maison de la Culture de Nevers ou d'autres, c'était quoi? C'était de créer des associations ouvertes qui nommaient un directeur sur un projet, et ce projet était vérifié tous les 3 ans à partir du terrain. Et il avait un rôle de capillarité, c'est-à-dire qu'il devait rechercher sur le terrain quelque chose qui, comme un chercheur d'or, va sortir des œuvres. Et un jour, un journaliste a demandé à Malraux quels sont vos goûts artistiques. Malraux a dit, mais loin de moi de prétendre avoir des goûts artistiques en tant que ministre. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de donner la possibilité au territoire de créer des structures pour accueillir à la fois les œuvres et le public et créer la relation. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les DRAC ou ailleurs? C'est la notion de qualité. Alors, on va définir celui qui a droit de passer là ou là. Et cette notion de qualité, d'ailleurs, elle est liée au fait que, vous voyez, les commissions, je les connais, les commissions, elles sont faites de journalistes, de gens du milieu, de l'État et des subventionneurs divers. C'est-à-dire que dès lors que vous avez tout ça, vous avez tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour être dedans, il faut être déjà dedans. Donc, la boucle est bouclée. Et je pense que c'est là la faillite de la chose. On a oublié le fait qu'il faut du terrain, il faut de la diversité, mais de la vraie diversité, c'est-à-dire des grandes structures comme des scènes nationales, oui, pourquoi pas, mais à côté, plusieurs types de structures, qui soient des MJC ou autres lieux associatifs, qui permettent des cheminements. C'est-à-dire là, l'éducation populaire, réellement. Je ne sais pas si je vais répondre après tout ce grand discours. Moi, je suis une actrice de terrain. Je vais parler d'où je suis, c'est-à-dire que je fais des documentaires et j'organise et je coordonne un festival qui s'appelle le Festival Résistance de Clamecy. J'ai aussi animé beaucoup de projections, beaucoup de débats. Voilà, j'ai une expérience de ce terrain-là. Mais j'aimerais bien... Moi, je suis catastrophée quand j'entends... À la fois, c'est bien, c'est transparent, mais quand j'entends qu'au PS... on ne sait pas comment faire pour avoir un projet culturel, les bras m'en tombent. Partout. Ah, c'est encore plus catastrophique. On a en France... Alors, excusez-moi, je n'avais pas bien entendu. Alors, voilà. Alors, il est vrai qu'en ce moment, avec Macron et avant avec Hollande, on n'a pas vu la culture.
C'était absent. Il n'y avait pas de projet culturel. Mais on en a eu un grand projet culturel. Qu'on aime ou pas Mitterrand, moi je ne suis pas mitterrandiste, hein, mais il y a eu les années longues, et heureusement qu'elles ont été là, puisqu'on en vit encore. L'exception culturelle, s'il y a un cinéma actuellement en France qui est vivant, porteur, avec tous les défauts qu'on peut reconnaître, hein, je sais, le problème des commissions, le problème de l'institution, voilà. On connaît tout ça, mais néanmoins, ça existe. Si les libraires existent en France, c'est parce qu'il y a le prix unique du bouquin. Sinon, ça ne marcherait plus. Il y aurait qu'Amazon. Si en ce moment, on peut aller au cinéma, c'est parce que sur votre ticket de cinéma, quand on va voir un blockbuster américain, c'est qu'il y a une parcelle de ce ticket qui retourne au CNC français et qui subventionne le cinéma français, mais international. Il y a des films indiens qui sont produits par des acteurs français. Donc en fait, moi, ça me met les bras m'en tombent quand on me dit on ne peut pas avoir une politique culturelle. On ne peut pas imaginer ça, mais c'est pas possible. La culture pour tous, on l'a tous connue. Moi, comme Alain, moi je viens d'un milieu rural où la culture, hein, je peux vous assurer, il n'y en avait vraiment pas. Hein. Mais néanmoins, il y avait des bouquins. Donc je me suis reconnue dans des bouquins. Je me suis reconnue dans des bouquins du 19e siècle. La Mare au diable, des choses comme ça. Après, j'ai lu Colette, parce que ça parlait de mon entourage. Donc en fait, la culture, on se reconnaît et on va vers son propre chemin. On va vers son propre... ce qui va nous mettre en mouvement. Donc mais c'est précieux comme c'est pas permis. Parce que quand on se met en mouvement, on peut se mettre aussi en mouvement vers le monde social, vers la société, vers les autres. Donc ça, il faut... Et dans les centres sociaux, comme il y a dans la Nièvre, c'est vrai, j'aime pas... Maintenant, j'aimerais bien qu'on dise plus éducation populaire. Le mot éducation, il est du rail, quoi. Parce que c'est autoritaire, un peu, l'éducation. Mais c'est ce qu'il faut valoriser. Et madame qui disait qu'il faut que ça commence à la base, voilà, il faut que chaque enfant ait la possibilité, dans chaque cycle, que ce soit de son âge, d'avoir un jour rencontré un acteur, rencontré des films, rencontré et aussi pratiquer. Parce que quand on pratique, quand son corps se déploie, Alain connaît ça, quand son corps commence à se déployer, même si on n'a jamais dansé, quelque chose se passe. Donc ça, il faut que chacun ait la possibilité d'aller vers soi. Aller vers soi, c'est ça l'éducation populaire. On ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas. Il ne faut pas, c'est pas possible. Moi, je meurs sinon, je meurs tout de suite. Ah oui, parce que là, ce qui est très intéressant dans la parole politique, c'est la réception, en fait. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, mais non, mais je vais le redire, et puis je vais le dire autrement. J'ai dit que les partis, c'est les formes idéologiques d'organisation de la pensée des politiques publiques, est à poil. Si je ne l'avais pas dit, tout le monde aurait dit il est venu faire de la langue de bois. Enfin, c'est un peu terrible que quand on dit une réalité, on est critiqué. Quand on la nie, on est critiqué. Donc la réalité, c'est celle-là. Par contre, j'ai dit ensuite, le maire, j'ai dit deuxième diptyque, c'est le maire, il y passe aujourd'hui des choses sur les territoires. Alors moi, je vais répondre à votre truc par... Moi, je n'ai pas baissé les bras. À Clermont-Ferrand, on a créé 1000 formes. 1000 formes, c'est le premier centre artistique dédié aux 0-6 ans. On n'est pas sûr, on a tout balayé. On ne fait pas des ateliers de 25 personnes, comme dans les musées, où les gens mènent ceux qui ont des dispositifs culturels avec bien bonne volonté, qui mettent leur môme déjà, qui ont tout le capital à la maison, et qui squattent les 25 places en une demi-heure. Nous, c'est en accès libre. C'est gratuit, il n'y a pas de nombre. C'est avec des artistes pour leur créer de l'emploi, parce que c'était né au moment de la réflexion sur l'intermittence du spectacle, des animateurs d'éducation populaire, et les parents sont obligés de rester. Ce n'est pas une garderie. Ça cartonne. C'est ouvert à tout le monde, toutes les catégories sociales, etc. Ça s'appelle 1000 formes. C'est juste pour les 0-6 ans. On y fait du théâtre, du cinéma, de la danse, des musées. C'est formidable. Et c'est que des artistes qui sont présents. On a fait ça avec Beaubourg en coopération. Ça peut se décliner dans n'importe quelle intercommunalité rurale. Ce n'est pas réservé aux grandes villes. Sur les écoles, on a mis en place 6 parcours.
tous les enfants du CP au CM2, ils ont un parcours à Clermont. Parcours patrimoine, parcours cinéma, parcours musique, parcours architecture, parcours maintenant citoyenneté. On les amène voir des artistes, des lieux, des dispositifs, des spectacles, les métiers qui sont autour de tout ça. Et quand ils ont fini de passer du CP au CM2, ils ont un capital culturel qui passe un peu par... J'entends la question de l'éducation et d'une sorte de domination. Enfin, en même temps, pour l'instant, on n'a pas trouvé non plus. Et de temps en temps, je sais bien qu'on est dans une société qui ne supporte plus ça, mais il faut bien un peu des actes descendants, hein, parce que sinon, si l'éducation était totalement libre, si on pouvait tous... Moi, si au moment où j'étais à l'école, j'étais pas obligé... je peux vous dire que je ne serais pas en train de vous parler devant vous aujourd'hui, hein, je n'aurais pas le même niveau. Donc voilà, il y a de temps en temps, je sais bien qu'on est dans la société libérale, libertaire, individuée, tout ça, c'est la suite logique d'un certain nombre de choses. Enfin, il faut que de temps en temps, on accepte qu'il y ait quelques trucs qui sont un peu obligatoires, parce que ça permet quand même de faire les choses. Je suis un peu un républicain dur, moi. On va repasser la parole à la salle. Et on peut essayer de faire tourner les personnes. Voilà, monsieur a déjà pris la parole tout à l'heure. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, voilà, hop. Il suffit de demander. Bonjour. Alors moi, je viens de Mayotte. Je m'appelle Guillaume. Et en fait, je vais réagir à ce que vous avez dit sur la culture et les cultures. Donc là où je suis, la culture française. En fait, c'est une culture brassée dans l'océan Indien, avec des influences indiennes, arabes, africaines et européennes. Et en fait, je trouve que ce terreau culturel extrêmement varié est extrêmement riche et peut être source de créativité dans beaucoup d'arts. Et du coup, moi, j'aimerais poser la question de l'émancipation qui prenne en compte des différences culturelles. Alors, je suis désolé, je réagis vraiment à un point très, très précis, mais je voulais quand même poser cette question parce que pour moi, l'épanouissement, l'émancipation doit tenir compte des réalités. Et là, je sais qu'on est à la Charité-sur-Loire, je sais qu'on est en France, mais on est aussi une France diverse, y compris dans les Outre-mer. Voilà, c'est juste cette remarque. Une autre intervention, une autre question? Monsieur, peut-être, du coup. Et derrière, il y a une dame aussi. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Virginie, je viens de la Nièvre, plus particulièrement à Lusy. Je dirige un équipement d'éducation populaire, donc un centre social. Moi, je m'interroge par rapport au financement des actions culturelles aujourd'hui dans nos associations, qui posent de réelles questions. Déjà, au niveau des dispositifs, ça reste des enveloppes qui sont relativement restreintes. Quand on sait qu'on habite, par exemple, en milieu rural, il y a des frais de déplacement. Donc, pour faire venir des artistes, forcément, le coût est plus important. Et après ça, moi, je m'interroge aussi parce qu'on travaille beaucoup avec des compagnies sur le travail que cela représente aussi pour les artistes et qui, aujourd'hui, n'est pas reconnu et pour lesquels nous n'avons pas de financement. Merci. Et je crois que monsieur voulait reprendre la parole. Merci. Juste pour dire deux petites choses. La première, c'est que la commune de Clamecy vient de décider pour tous ses habitants d'offrir la piscine gratuite ou d'ouvrir la piscine gratuitement. C'est du sport, c'est du lien social, etc. Je trouve que c'est une décision du maire et de la mairie de Clamecy très intéressante. La question du financement des associations, parce que vous parlez du maire. Ouais, le maire, il ne peut rien faire. S'il n'a pas soit des gens qui le payent, soit des associations qui travaillent et qui le financent. Tout seul, un maire, c'est rien s'il n'y a pas la population avec lui. Merci. Merci. Alors, j'ai noté la question de la diversité des cultures dans les trajectoires d'émancipation. Je pense que ça, si vous voulez bien, Alain, je donnerai la parole. Sur la question du financement... Si on prolonge un peu l'intervention de madame, il y a la question de la péréquation entre territoires. Il y a des territoires urbains, densément peuplés, densément équipés, avec une offre culturelle plus importante, et aussi des acteurs plus nombreux.
C'est moins le cas dans des territoires ruraux, ça demande un investissement plus fort, et du coup ça demande de dézoomer. Et donc là ce serait intéressant d'avoir un retour sur la question de l'échelle d'intervention, et notamment au-delà de l'échelle municipale. Et puis je voudrais revenir aussi là-dessus sur une toute première intervention, puisqu'on se dirige doucement vers la question des propositions, et on a fait une partie du premier tour sur la question du bilan, sur la question des conditions d'engagement dans le monde associatif. Et les conditions d'engagement à la fois à travers l'emploi et à travers aussi la capacité à donner aux personnes du temps pour s'engager et des moyens aussi pour s'engager. Je ne sais pas qui souhaite d'abord rebondir sur ces thèmes. Alain ? Non, oui. Le problème du mot culture, il est employé dans tous les sens et à tort et à travers. Je pense que c'est aussi un des grands problèmes en réalité. Bon, on confond souvent culture et us et coutume, habitus, etc. Est-ce que, je ne sais pas, un artiste créateur peut être dans le même... noyé de la même sauce que celui qui fait du macramé? Non, on va dire de la culture, non. En réalité, il y a un vrai problème par rapport à ça. Et quand on parle de culture, on intègre l'art dans la culture. Oui, c'est vrai, mais non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que l'art est aussi contre-culture. C'est-à-dire que l'art va utiliser ce qu'on va appeler l'humus, ce qui est sédimenté dans nos esprits, dans nos oreilles, dans nos yeux, dans notre culture, ce que les philosophes appellent ou autres l'épistémé, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances à l'heure actuelle présente, c'est-à-dire le matériau qui est présent aujourd'hui, il va l'utiliser, mais il va l'utiliser parfois contre ce matériau. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a création. C'est-à-dire qu'il y a une nouveauté, il y a un regard. Et pour comprendre ce regard-là, il faut déjà être cultivé. Mais cultivé, c'est-à-dire être ouvert. Parce que si on est fermé, et d'ailleurs, des gens qui se disent très cultivés peuvent être très fermés. Et d'ailleurs, c'est un des directeurs je crois, de la musique de Malraux qui disait plus le mélomane est cultivé et moins il est ouvert à la création. Parce que son oreille est sédimentée. Les enfants n'ont pas ça. Ils sont natifs, quelque part, pour ne pas dire naïfs. Ils ont encore la possibilité d'entendre. J'aime beaucoup travailler avec les enfants là-dessus parce que c'est étonnant, ils sont capables d'entendre tout et de réagir à tout, n'importe quelle musique. Et ça commence là, l'éducation. Mais d'une certaine manière, faire de l'art simplement un des éléments de la culture est une erreur. L'art est un noyau d'action à l'intérieur de la culture qui fait bouger la culture. L'art est une dynamique qui transforme la culture et qui nous permet de regarder les choses autrement. Vous voyez, c'est ça qu'il faut voir. Alors après, on a tendance à ta culture, ma culture, sa culture, ça veut dire quoi? En fait, je vais vous donner l'exemple de Ahmed, raconte-nous ta culture. Ça veut dire au fond, quelque part, qu'on dit, c'est la nature d'Ahmed d'avoir sa culture à lui. Donc on associe quelque part nature et culture. Et ça nous vient du 19e siècle. Parce que cette notion de culture qui s'oppose à l'éducation, c'est quoi? C'est la sensibilité contre la raison. Or, ce n'est pas vrai. Toute culture et tout artiste vous dira, vous parlez des impressionnistes, vous pouvez parler des cubistes, etc. Ils travaillent sur des éléments de compréhension scientifique, des nouveautés. Par exemple, la théorie de la relativité d'Einstein est complètement intégrée dans la chorégraphie contemporaine. Voilà. Donc il y a de la connaissance. C'est vrai aussi en sport, tout le temps. Il y a des techniques du corps qui s'inscrivent dans les techniques de développement scientifique, enfin qu'on connaît, des technologies. L'art et la technologie, ça va ensemble. Ce n'est pas séparé. Vous voyez, donc d'une certaine manière, il n'y a pas de séparation complète entre culture et savoir. Vous voyez ?
Par contre, il est vrai que dans certains territoires, et notamment vous parlez de Mayotte, il y a une diversification et des apports, une créolisation, comme on dirait, mais ça n'empêche pas qu'en réalité, à l'intérieur de cette créolisation, il y a des artistes qui vont jouer du matériau qu'ils ont et créer du nouveau à l'intérieur de ça. Ce n'est pas vrai que les sociétés dites primitives sont des sociétés qui sans histoire. À l'intérieur des sociétés primitives, qu'on dit primitives, il y a du mouvement, il y a de l'histoire, il y a des gens qui réagissent, il y a des individus. Et c'est ça le problème. C'est le problème du je et du nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à envoyer la diversité dans un nous, et chacun de nous, nous sommes des individus. C'est-à-dire, au fond, toi, tu es nous, donc tu restes à ta place. L'individu, lui, qui est universel, d'une certaine manière, il a cette liberté. Toi, tu n'as pas ta liberté parce que tu es enfermé dans ta culture. Oui, il y a quelque chose comme ça qui n'est pas dit, mais qui existe. Je peux vous donner encore un exemple tout simple. Il est personnel. J'étais directeur du Prisme à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec un théâtre qui a été créé lorsque la scène nationale de Pollen est partie à Montigny. Eh bien, le maire d'Elancourt voulait un théâtre pluridisciplinaire, mais avec une dimension du merveilleux urbain et aussi une dimension de musique nouvelle. J'arrive, je pose ma candidature, on me prend, et en même temps je dis attention, pour moi musique nouvelle, le concept de musique nouvelle est un concept du XVIIe siècle, hein. Ça a été créé en XVIIe siècle. Ok, d'accord. Au bout de 3 ans, alors j'entends le ministère qui me dit c'est vachement bien ce que vous faites, c'est mieux que la scène nationale, etc. Je suis convoqué par le directeur des services de SAN qui me dit Alain Foy, on a déjà une scène nationale. Je dis, vous entendez quoi par une scène nationale? Ça veut dire quoi pour vous? Ça voulait dire en sous-titre, on ne vous a pas nommé pour faire de la culture pour nous les bourgeois, on vous a nommé pour faire de la culture pour les gens de Trappes et d'Elancourt. Ça veut dire du rap, du black, etc., du beurre. C'est ça que ça voulait dire. Je suis parti. Ah. C'était juste pour ajouter un petit témoignage par rapport à Mayotte. Alors, il se trouve que moi, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a 2 ans, en mission avec le président de la commission des affaires culturelles sur la rentrée scolaire. On a fait Mayotte, on a fait La Réunion, je connais très bien La Réunion pour y avoir habité, je ne connaissais pas Mayotte du tout. Mayotte, c'est le département le plus jeune de France, donc c'est une chance fantastique, avec beaucoup de problèmes quand même sociaux, parce qu'il y a une pression migratoire des Comores, extrêmement importante. La maternité de Mamoudzou, c'est la plus grande maternité européenne, 30 000 naissances par an. Donc une pression démographique considérable. Des bidonvilles qui existaient jusqu'à maintenant, j'ai vu que le préfet les avait soi-disant détruites, les bangas, depuis quelques mois. Mais leur problème, eux, au quotidien, c'est d'avoir suffisamment de salles de classe, suffisamment d'écoles, suffisamment de places dans les collèges. Des collèges à 2, 3, 4 000 élèves. Et des classes, il faut en créer toutes les semaines, et des écoles quasiment tous les mois pour absorber le nombre d'élèves, de jeunes qui doivent rentrer dans l'éducation nationale. Les classes fonctionnent en rotation. C'est-à-dire qu'il y a un premier groupe le matin, et ensuite, l'après-midi, un deuxième groupe en rotation. Et les cours commencent à 6 heures, plus les temps de transport en commun, les élèves qui se lèvent à 4 ou 5 heures facilement, donc avec peu de chances de réussir au départ vu les conditions. Souvent, ils n'ont pas de repas chaud à midi parce qu'il n'y a pas de cantine. Mais moi, ce que j'ai vu dans les établissements, parce qu'il y a des enseignants aussi formidables qui sont très engagés, c'est aussi en enseignement artistique et culturel, parce que ça, je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel on devrait pouvoir encore améliorer les choses, liées aux activités physiques d'ailleurs. Les APAC, comme on dit. Je voyais un prof dans un collège qui avait fait l'orchestre au collège, et on sentait qu'au niveau culturel, il y avait des talents magnifiques. Tout comme il y avait des talents sportifs à Mayotte, très importants, dans le handball, dans l'athlétisme, dans le football. Sauf que ces jeunes-là, souvent quand ils arrivent à l'adolescence, après le lycée, quand ils doivent faire l'enseignement supérieur, même s'il y a un centre maintenant d'enseignement supérieur à Mayotte, ils doivent partir de Mayotte. Et là, le problème, c'est qu'à La Réunion, souvent, ils sont victimes de racisme, je le dis très clairement, les Mahorais, et que quand c'est l'expatriation dans l'Hexagone, je ne parle pas de métropole, je parle de l'Hexagone,
bien évidemment, c'est très loin de chez eux. Et donc là, c'est aussi un déracinement, c'est aussi une coupure très forte qu'on peut retrouver d'ailleurs pour les Antilles, qu'on peut retrouver pour l'océan Indien, pour d'autres jeunes. Donc c'est à nous aussi de créer des dispositifs qui permettent que ces talents puissent éclore là où ils sont aussi, dans l'océan Indien, avec l'ensemble de la filière, rattraper bien évidemment pour l'éducation nationale le gros retard qu'a Mayotte aujourd'hui pour pouvoir accueillir l'ensemble des élèves, et puis faire en sorte qu'ils puissent réussir. Je voudrais terminer juste en une minute sur, j'évoquais tout à l'heure le traitement de différence entre le sport et la culture. Même si moi je ne veux surtout pas creuser le fossé, mais je vais prendre un exemple justement lié à la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron et de Jean Castex. Il y a ce qu'on appelle le pass culture. Alors, je ne vais pas sur le fond, hein, parce que je sais que c'est un dispositif qui est décrié, et je vois comment ça fonctionne avec mon fils qui a 18 ans. Bon. Mais le pass culture, depuis fin mai, il est opérationnel. C'est très très simple d'utilisation, c'est sur smartphone. Hein, donc moi j'ai été regarder un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez un crédit de 500 € donc, qui va arriver pour les 18 ans, donc on est sur une génération de 800 000, et il va y avoir une extension de la 4e jusqu'à la terminale, progressivement à partir de 2022, de janvier 2022, de 200 €. Alors, après, on peut discuter de comment c'est utilisé, comment c'est consommé. Bon, il paraît que ça a eu un succès considérable. Je crois que Bachelot doit faire le bilan bientôt. Mais en tout cas, ça a permis aussi quand même de faire repartir des représentations culturelles, de faire quand même des soutiens aux acteurs culturels. Il n'y a pas que des mangas qui sont achetés sur smartphone. Il y a aussi des livres. Il y a aussi... Pour le sport, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un passe-sport, mais qui n'est pas véritablement un passe-sport, qui est un coupon sport. Alors qui est nécessaire, hein. Nous on l'avait proposé avec Jean-Jacques Lezac, le sénateur PS de la Creuse. On avait dit, et ce serait bien d'avoir l'équivalent du pass culture, donc à peu près 500 € par jeune, mais jusqu'à 20 ans, de 6 à 20 ans. Là, au départ, le gouvernement, pour le sport, c'était l'idée qu'on aide à la reprise des licences. Il va y avoir 3 millions, 4 millions de licenciés en moins dans nos clubs sportifs, donc on aide à la reprise des licences. 50 € en moins. Et au lieu de faire un truc tout simple, on a fait une usine à gaz qui consiste à ce que la CAF va écrire au mois d'août aux familles qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire pour leur indiquer qu'ils peuvent aller avec leur papier dans leur club pour avoir 50 € en moins. Vous voyez le traitement de différence. Et ça, c'est 100 millions d'euros. Pour le pass culture, ça sera 300 millions d'euros. Donc toujours un traitement de différence. Le fait aussi que c'était au départ de 6 à 16 ans. On a obtenu que ce soit de 6 à 18 ans. Ça inclut les lycéens. Ce qui est normal, mais moi j'aurais souhaité qu'on inclue aussi les étudiants jusqu'à 20 ans, qui ont été parmi les victimes de la crise sanitaire au niveau de psychologique, au niveau physique, avec un état de santé extrêmement dégradé. Donc voilà, donc, je dirais qu'on n'est pas dans un passeport, on est plus dans un coupon sport. Et même s'il y a beaucoup de critiques qu'on peut adresser au pass culture, voilà un des éléments sur lesquels on pourrait nous travailler pour avoir des dispositifs plus efficaces. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça marche. La parole à Olivier Bianchi sur la question du territoire. J'aimerais bien qu'on revienne sur la capacité d'agir aussi à l'échelle locale et par l'expérimentation aussi la manière de construire du récit. Vous l'avez mentionné tout à l'heure sur la capacité à construire du récit et de la pensée à partir du territoire, à partir de l'action et de l'expérimentation. Ce serait intéressant que vous reveniez là-dessus. Et puis on reviendra sur le pass culture parce que je sais qu'il y a des volontés de réagir autour de la table et puis certainement aussi dans la salle. Oui, d'ailleurs, c'est vrai de corriger la sémantique. C'est pas le maire, c'était pour faire une formule par rapport au film de Romer, mais c'est le territoire. Et à travers le territoire, c'est des acteurs associatifs, des professionnels, des collectivités, des intercommunalités, même des départements, des régions. Enfin voilà. Moi, je constate que quand on fait un peu le tour de France des bonnes pratiques, en fait, il y a plein d'endroits où il se passe des choses formidables encore. Je pense d'ailleurs que notre pays tient, la République tient, parce que la partie du niveau national est en déprise entre la classe politique et les citoyens, mais que quand même, jusqu'à présent, les territoires tenaient par le lien et par les projets. Je pense par exemple à un département comme l'Ardèche. Vous savez que les départements n'ont pas obligatoirement la compétence culture, par exemple. Moi, j'ai fait partie de ceux qui étaient plutôt favorables à la suppression des départements dans une vision stratégique, un peu de jardin à la française, intercommunauté région Europe.
Et en fait, c'est des conneries. Il y a des endroits où heureusement, quand dans l'Ardèche, c'est le département qui tient la rampe, parce qu'il n'y a pas d'agglomération, il n'y a pas de métropole. Donc, il y a des départements qui font des politiques publiques. Il y a des métropoles qui font des politiques publiques. Il y a des Comcom qui font des politiques publiques. Donc oui, il faut partir des territoires. Et c'est parce que les territoires expriment des projets que nous pouvons aujourd'hui inventer des choses. Donc nous avons inventé les parcours, enfin il y en a plein d'autres, c'est une idée que j'avais piquée à la ville d'Annecy, mais nous avons mis en place ce Milleforme, ce centre d'initiation à l'art, pas à la culture, hein, à l'art, dans un rapport entre des artistes et des mômes de 0 à 6 ans. Ça n'existe nulle part ailleurs. Tous ceux qui l'ont visité ont trouvé ça extrêmement intéressant. Je pense que ça peut être multiplié. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut repartir des territoires, regarder les bonnes pratiques, voir ce qui peut être généralisé, ce qui peut être approprié par d'autres, ce qui fait sens, avec un risque par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la grande abstention sur les élections locales semble montrer que, y compris au niveau des municipalités, des régions, donc des départements, le lien entre les élus et le peuple, là aussi, s'effrite. Donc méfions-nous, parce que quand il n'y aura plus ce lien, quand on ne parlera pas à des réalités vécues sur les territoires, les gens seront tentés par n'importe quelle expérience fantasmagorique qui leur sera proposé, quoi. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc oui, moi je crois beaucoup au territoire, mais je pense qu'il y a plein d'exemples qu'on pourrait tirer, hein. Et pas que à Clermont, évidemment. Cette proposition de faire un catalogue ou un endroit, soit un catalogue des bonnes pratiques, ça me semble évident. Et que ça commence dès l'enfance. Parce que quand ça arrive trop tard, c'est fini, quoi. On ne s'autorise plus ça, ou on n'a même plus envie. Et moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ce pass culture. Moi, récemment, j'ai eu deux adolescents. Donc le pass culture, c'est merveilleux d'une certaine façon, mais c'est un outil de consommation. Par exemple, moi je connais un jeune garçon qui a 17 ans et qui vient de s'acheter, qui vient de s'offrir un abonnement Canal+ pour voir les matchs de foot. Ok. Ben, là c'était, voilà, il s'est acheté. Non mais là, voilà, ben, c'est ça. Puisque il m'a dit pour les matchs de foot, alors moi j'ai cru que c'était Canal, je suis un peu en retard au niveau. Donc en fait, on peut s'acheter avec un pass culture un abonnement à une plateforme. Donc voilà, si c'est ça la culture, ça s'appelle pas de la culture, ça s'appelle de la consommation. Donc la culture, c'est pas de la consommation. Donc une politique culturelle, eh ben, il faut la penser. Et une politique culturelle de gauche, ça se pense. C'est comme et c'est prioritaire. Il faut la remettre en haut du. Voilà, il faut la remettre en haut, quoi. C'est pas possible autrement. Et les territoires, oui, je pense que les bonnes pratiques des territoires, et là avec la crise sanitaire, on a vu que c'était fondamental. Les gens se sont organisés. Les cafés associatifs, par exemple, ça c'est dans tous les territoires, à la fois ruraux, mais même urbains ou dans les quartiers, ont une importance, mais considérable au niveau du lien social. Mais on n'a pas de moyens. Madame parlait des moyens, c'est fondamental, hein. Les intermittents du spectacle qui interviennent, ben on a vraiment de moins en moins de moyens, parce que des heures, on n'en a pas, hein. Merci. Est-ce que côté salle, vous avez envie de rajouter quelque chose sur des propositions, et puis sinon basculer sur les questions des moyens d'agir, parce qu'effectivement, il y a des choses à faire, on a identifié des premières pistes, mais on est aussi dans un contexte compliqué, notamment en termes de finances publiques, et il faut qu'on puisse parler de manière aussi réaliste sur les moyens d'action, la manière de pouvoir mettre en œuvre nos premières idées. Madame. Du coup, je rebondis sur les cafés associatifs, parce que nous, dans l'Allier, on en a beaucoup qui se sont créés. C'est un outil merveilleux, c'est génial, parce que du coup, on peut avoir de la culture à proximité. Le problème, c'est toujours ce problème de financement. C'est-à-dire que, oui, les gens ont accès à cette culture et c'est extraordinaire. Moi, j'adore aller y jouer. Le problème, c'est que nous, en tant qu'artistes, on a ce problème de devoir faire nos heures et qu'à un moment, il faut les financer et que dans ce type de café, on ne peut pas leur demander de nous payer un cachet. C'est très, très rare. Donc, ça va être au chapeau. Alors déjà, au chapeau, il faut réussir à faire rentrer dans nos structures. C'est un peu compliqué.
Et en plus, un chapeau, ça assure pas un cachet même minimum. Et parce qu'il faut savoir qu'un cachet minimum, moi par exemple, en tant que comédienne, quand je touche 90 €, la structure qui m'emploie en dépense 180 et quelques, voire 200 avec les frais de gestion. Donc du coup, ça pose ce problème de financement de ces cafés associatifs. Par quels moyens on peut les financer et qui permettent aussi aux artistes derrière de vivre décemment et sans compter sur tout le temps la bonne volonté ou pas des gens qui viennent, même si je trouve ça extraordinaire qu'on puisse, même quand on est loin de tout et même quand on n'a pas les moyens, parce que moi j'étais contente à certaines périodes de ma vie de pouvoir emmener mes enfants voir des concerts, découvrir des pièces de théâtre pour un coût minime pour la famille, ce qu'on ne pourrait pas faire sur une structure classique, entre guillemets, de théâtre classique, plus classique, où les entrées sont souvent, quand on est une famille, assez chères à financer. Donc voilà, donc ça c'est des biais qu'il va falloir peut-être aider ces cafés associatifs qui naissent de la bonne volonté des gens et de l'envie des gens, et on sent cette envie des gens d'avoir de la culture de proximité, et de l'art de proximité d'ailleurs, parce que souvent ils font des expos aussi et plein de choses. Donc voilà. Donc, j'aurais une question simple pour Monsieur Blanqui et Juanico. Quelle serait, selon vous, finalement, une nouvelle politique ou une meilleure politique sportive nationale et territoriale? Et aussi culturelle. Mais comme vous êtes... Les deux, les deux. Merci. Dernière intervention? Ok, eh bien on va passer dans la salle, enfin, du côté du plateau. Je ne sais pas si en répondant à la question d'une meilleure politique culturelle nationale, je ne risque pas de donner le flanc à la critique d'une ambition démesurée. Mais je vais repartir, je pense que d'une des propositions que vous avez faites tout début en disant langue, au fond, il y avait une politique, il y a eu le prix unique du livre, il y a eu le mode de financement du cinéma. Ma première intuition, si on doit refonder une politique culturelle, c'est de réinterroger la question du modèle économique de la culture aujourd'hui. Et ça regroupe ce que vous dites. Et mon intuition aussi, ce ne sont que des choses qui méritent d'être travaillées. Donc ça veut dire que les prix uniques du livre, les formulations, même les labels, comment ils sont financés, comment on fait émerger la nouvelle création, comment on laisse les cultures populaires comment dirais-je, s'exprimer, comment on n'a pas qu'une culture officielle, institutionnelle, ministérisée, labellisée, etc. Donc il faut revoir complètement l'économie de la culture. Et c'est par le biais de l'économie qu'on va faire bouger des segments. Et je pense, deuxième intuition, que c'est au niveau européen que ça doit se porter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la numérisation de la société, les GAFA, les productions aujourd'hui, peu importe, c'est ceux qui maîtrisent les tuyaux, qui ont le pouvoir, et donc il faut redonner le pouvoir à ceux qui fabriquent le contenu des tuyaux. Donc au fond, il faudrait qu'il y ait un langue du XXIe siècle, un langue européen, c'est-à-dire quelqu'un qui pose le rapport de force sur l'économie financière de la culture à l'échelle européenne. On est mal barré, hein, parce que évidemment, il faut d'abord conquérir politiquement la question européenne. En plus, on est dans des modèles très différents, parce que les modèles anglo-saxons, je ne sais pas si vous avez lu ce gros pavé qui s'appelle La culture mainstream, je crois, qui est par un universitaire qui a comparé et qui dit que finalement, il y a autant d'argent qui est mis dans les pays anglo-saxons sur la création que chez nous dans nos modèles étatiques. Mais par contre, il y a une différence, parce que c'est souvent des bourgeois qui font du mécénat, et donc c'est l'opéra, c'est la musique classique, etc. Et que nous, un peu, nos dispositifs, ils ont accompagné des modèles qui n'étaient pas des modèles obligatoirement légitimes ou savants. Donc la question, c'est il faut le faire porter à l'échelle européenne. Donc ça, c'est les deux premières intuitions. Et ensuite, il faut revenir, ça c'est mon côté girondin, il faut revenir au territoire. On dit aujourd'hui que langue, ça a été formidable, donc voilà, la démocratisation. Mais enfin, il y a des zones blanches. Il y a des zones blanches sociales, c'est-à-dire il y a des populations qui, mine de rien, n'ont pas encore tout à fait les mêmes choses. Vous savez, pendant le confinement, moi, je me suis battu comme maire j'ai signé plein de pétitions, j'ai intervenu sur la question de l'ouverture des librairies. Hein. Mais c'était un truc de riche, quoi.
Parce que moi, j'ai voulu l'ouverture de mes librairies et de mes cinémas, mais je pense que dans le Puy-de-Dôme, pour ne rester qu'à l'échelle du Puy-de-Dôme, il y avait plein de maires, ils ne se posaient pas la question de savoir si la culture était essentielle. Ils n'ont plus de cinéma, ils n'ont pas de théâtre, ils n'ont pas de librairie. Donc, et à la rigueur, le seul lieu culturel de partage, c'était le bistrot. Donc, il aurait fallu réouvrir les bistrots comme lieu essentiel de mon point de vue. Mais donc, du coup, à partir de là, on a encore, on n'a pas fini la démocratie et la démocratisation culturelle. On a encore un gros travail. Je pense qu'il faut partir de l'éducation nationale, de l'école, de l'enfance. Il y a quelque chose à faire parce que je pense que c'est là que tout se joue. Moi, en tout cas, c'est là que ça s'est joué pour ma part. Oui, pour parler un peu brièvement de la question de l'économie culturelle, j'aurais une première question. En fait, à quoi sert une subvention à une structure, en fait, hein? Eh ben, je pense qu'elle sert à deux choses. La première chose, c'est à faire baisser les prix d'entrée des lieux, voilà, parce que c'est pas des lieux privés, du coup, enfin, de moins en moins privés, puisqu'il y a un soutien réel municipal ou autre, hein. Et de permettre la possibilité du risque artistique. C'est-à-dire de permettre aussi de faire venir des artistes qui ne sont pas forcément très connus. Donc, ce n'est pas des machines à faire du blé, c'est des machines à faire du risque et de la curiosité. Ça, pour moi, c'est une chose importante. La deuxième chose qui entre aussi, pour moi, d'un point de vue de l'économie et de la culture, c'est l'art à l'école. On n'en parle pas assez, mais en fait, on m'a déjà proposé, j'ai déjà fait pas mal d'interventions à l'école. Quand vous voyez l'argent qui est distribué aux artistes, c'est pour des interventions, c'est vraiment à pleurer, quoi. C'est absolument ridicule, c'est de l'aumône. Mais c'est une chose qui est essentielle parce que ça permet de trianguler la relation entre l'élève, le professeur et l'artiste, à condition que le professeur joue son rôle réel d'intermédiaire et non pas simplement de pur promoteur et de producteur. Et d'autre part, cette présence de... On parle d'émancipation, on parle d'éveil, d'éducation. C'est à l'école que ça se passe. C'est à l'école que nous tous, à un certain âge, avons connu, avons entendu de la musique classique, de la musique contemporaine. Oui, on écoutait de la musique contemporaine au lycée de Bondy, voilà, dans les années 70. On faisait des travaux d'art plastique sur des données d'abstraction, etc. Et des choses extrêmement exigeantes. Or, aujourd'hui, cette exigence est perdue, en grande partie parce que les professeurs eux-mêmes ne sont pas formés à ça, qu'au fond, ils ne connaissent pas l'art. Ils ne connaissent pas la musique, ils ne connaissent pas la danse, ils ne connaissent pas, à quelques exceptions près, d'une certaine façon. Et d'autre part, par exemple, vous avez tous eu des professeurs de musique, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins des professeurs de musique. Et alors que c'était quelque chose d'essentiel dans une école. Je me souviens, pour donner un petit exemple, on parlait de transversalité. Et voilà. On travaillait par exemple avec notre professeur au collège Jean Zay de Bondy Nord, avec notre professeur de musique qui travaillait en collaboration avec les professeurs de français. On nous laissait 1 heure à écouter du Mozart, du Beethoven, en nous disant écrivez ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et en fait, le professeur de français, lui, ne cherchait pas à savoir quelle sensibilité on avait. Il cherchait à savoir comment on avait intégré ce que nous avons entendu et comment nous l'avons structuré de façon rationnelle et logique dans une rédaction. Et ça, c'était quelque chose d'absolument formidable parce que ça permet de passer du son au mot et à l'écriture. Et ça permet de penser, en fait. Et de penser, parce que l'art n'est pas simplement le fait de prendre du plaisir. L'art, c'est du savoir, quelque chose qui entre dans votre corps, qui vous développe. Et si on continue à penser que l'art et la culture, c'est seulement du loisir, eh ben on se plante. Parce que l'art et la culture, c'est pas que de la pétanque. C'est bien autre chose que ça. C'est de la connaissance, c'est du savoir, c'est du développement et c'est de l'émancipation.
Avant de redonner la parole à Régis Chouadico, simplement revenir sur cette question d'éducation populaire et de pratique. On a parlé de modèle économique, on a parlé de financement de la culture et aussi d'une forme artistique professionnelle. En termes de pratique, comment est-ce qu'on réintègre des choses qui sont aujourd'hui à l'extérieur, qu'on n'arrive pas à rentrer dans une catégorie comme le sport ou la culture? On a parlé des formes d'auto-organisation et des cafés associatifs, voilà, des formes un peu hybrides qu'on voit sur le territoire qui ne rentrent pas complètement dans l'une ou l'autre thématique, et qui de fait ne seront pas partie d'une politique culturelle ou d'une politique sportive à l'échelle nationale ou locale. Comment est-ce qu'on reconfigure aussi la discussion autour de ces questions-là à travers l'émancipation et l'éducation populaire, en intégrant à nouveau ces nouvelles formes qui existent et qui créent beaucoup de dynamisme quand même sur le territoire, et on l'a vu notamment pendant la crise. Il faut les laisser libres. Moi, je vais faire une incursion sur le sport pour montrer que je suis complètement, que je suis pas que omnibulé. Hier, j'ai inauguré, parce que c'est pour répondre à la question, hier, on a inauguré un parc urbain et sportif de 5 hectares 7, à Clermont-Ferrand, dans lequel tous les équipements sportifs sont aux normes des fédérations pour les trucs de clubs, etc. Mais où on a mis plus d'une quinzaine de terrains en accès libre, des trucs de 3-3 pour le basket, un beach volley, du roller hockey, qu'est-ce qu'on a mis d'autre, un skatepark, etc., etc. Ça, c'est les nouvelles pratiques. C'est-à-dire aujourd'hui, on a constaté qu'en urbanité, il y a des gens qui ne font pas de sport en fédération, qui ne prennent pas de licence, mais ils sont intermittents du sport. Après les fêtes de Noël, ils se disent tiens, il faudrait que pour préparer l'été, j'aille maigrir. Ils se mettent à courir un mois. Typiquement, je suis ce genre de public tout à fait. Et donc, je n'ai pas besoin d'aller dans un club, de m'inscrire, etc. J'ai besoin de liberté. Donc, on peut le faire. Il faut donner les espaces de liberté. Et donc, en culture comme en sport, il faut laisser Mais laisser les espaces de liberté, c'est laisser les espaces de liberté. Je refuse souvent, moi j'ai des conflits très forts, mais je pense que j'ai raison. Il faut que les squats, ça reste des squats. Et c'est pas à la mairie de s'en occuper. Et moi, les mecs qui m'expliquent qu'ils sont underground, mais qui viennent dans mon bureau pour me demander une subvention, je les mets dehors. Soit ils sont plus underground, ils veulent s'institutionnaliser, et donc en fait, ils rentrent dans le rang. Alors là, on va avoir tout le déboulé des normes de sécurité, des machins, etc. Ils vont plus créer. Donc il faut qu'il reste un squat, qu'ils ne viennent pas me demander du pognon. Ils ont été créatifs, Donc c'est un peu du paradoxe, mais je pense que c'est pour leur bien. Si vous voulez être dans la liberté, si vous voulez être émancipé dans vos créations, si vous voulez aucune contrainte, dès que vous récupérez institutionnellement, puis c'est quoi les tâches d'après? Je les mets au musée. Et donc ils sont devenus absolument dans la culture et labellisés, estampillés, savantes, etc. Donc non, il faut laisser les espaces de liberté. Et comment dire, je sais que je vais dire des provocations, il y a toujours des artistes qui ont crevé la dalle, et les artistes qui ont crevé la dalle, ils ont souvent mieux fait que les historiographes du roi qui étaient subventionnés pour faire des œuvres de complaisance. Donc à un moment donné, il faut qu'on ait les deux. Après, les artistes ont le droit de choisir et de changer. Mais à partir du moment où un lieu d'émancipation, de modernité, d'exacerbation, de nouveauté, etc., de recherche, est un lieu libre, il ne faut pas que l'institution y mette les pieds. Sur des pratiques non professionnelles. Les pratiques des gens. Mais nous, c'est les centres culturels qui permettent ça. Les centres socioculturels, ils sont très tournés sur l'émancipation, de la possibilité pour les gens de faire leurs pratiques, etc. Alors, moi je pense que les valeurs d'émancipation qui sont celles du sport, elles se défendent aujourd'hui au niveau mondial. Et l'Europe aurait un rôle à jouer. Bon, c'est une vague compétence dans le traité où on parle d'équité sportive, mais il n'y a pas grand-chose. C'est surtout les principes de concurrence aujourd'hui qui régissent notamment les relations entre les acteurs du sport au niveau européen, au niveau mondial. Mais je crois que la bataille, elle se mène d'abord là, contre les ligues fermées, contre la privatisation aujourd'hui de l'organisation des compétitions sportives, contre l'accaparement par un certain nombre de tout petits pays, les pétromonarchies pour être très clair, de l'organisation des grands événements sportifs internationaux, comme le Qatar avec la Coupe du Monde de 2022, vous allez en entendre parler je pense un petit peu, mais c'est vrai pour l'Arabie Saoudite aujourd'hui et beaucoup de pétromonarchies qui ont les moyens financiers et qui achètent aujourd'hui
toutes les grandes compétitions qui sont rentables, qui ont de l'audience, mais qui privent tous les autres continents de pouvoir accueillir ces événements-là. Les ligues fermées, c'est un grand danger aujourd'hui, et dans toutes les disciplines. Il faut absolument s'y opposer au nom de la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, au nom de l'équité sportive. C'est ça la grande incertitude du sport aujourd'hui, c'est qu'il y a un aléa sportif. On peut monter, on peut descendre. C'est même l'ASM n'est pas à l'abri au rugby de descendre un jour. Mais bon, j'espère que ça n'arrivera pas. Franchement, mais Clermont vient de monter en Ligue 1 au football et donc on va avoir un très beau derby avec Saint-Etienne et pour nous c'est très important d'avoir 2 derbys avec Lyon et aussi avec Clermont, n'est-ce pas? Donc voilà, donc la bataille elle se mène là maintenant parce que c'est une question d'urgence et aujourd'hui il y a des intérêts privés qui veulent s'accaparer ces grandes compétitions sportives là. Le deuxième enjeu c'est l'enjeu climatique, mais là je vais faire très vite. Mais bon, je suis dans le pôle écologiste, bien évidemment, le rapport du WWF m'interpelle énormément. Le réchauffement, le changement climatique fait que, sans doute, avec l'augmentation des degrés d'ici 2050, d'abord, on va se priver d'un ou 2 mois de pratique sportive parce qu'il fera tellement chaud que de toute façon, ce sera impossible, même dehors, de pratiquer son footing, sa course à pied. En intérieur, si on n'a pas les équipements sportifs sobres, énergiquement, et qui sont capables d'être à un minimum rafraîchis, ça sera très compliqué aussi. On n'aura plus d'enneigement. Mais bon, ça, c'est peut-être aussi... intéressant peut-être sur les modèles de transition. Il y en a dans le Puy-de-Dôme en ce moment, sur un certain nombre de stations de ski. On sait que, par exemple, si on a 4 degrés d'augmentation d'ici 2050, il n'y aura plus que 20 stations de ski dans les Alpes. 20. Tout le reste, il n'y aura plus de neige. Le littoral, c'est pareil. On sait qu'il y a aujourd'hui des clubs de voile qui sont menacés parce que le littoral recule, etc., etc. Donc pour moi, le défi climatique, il est extrêmement important dans le sport. Ça veut dire qu'il faut aller vers un modèle plus tempérant, moins de compétition, moins de déplacements, moins d'émissions de carbone. C'est un des grands enjeux de Paris 2024, puisqu'on parle de grands événements sportifs internationaux. On va faire moins 50% par rapport à Londres. Il y aura 0 bouteille plastique. On espère, j'en parlais avec Anne Hidalgo il y a quelques jours, que la Seine sera baignable en 2024. Son fils s'y est jeté il y a quelques jours. Elle était très très polluée parce qu'il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup de pollution de la Seine. Bon voilà, donc il faut aller vers un modèle beaucoup plus résilient et un modèle beaucoup plus tempérant en évitant les grands déplacements, etc. Et puis dernière chose, et je termine par là, pour moi le grand enjeu, il est au niveau national sur la question de la santé publique. Aujourd'hui, sédentarité, c'est-à-dire le temps assis ou couché ou à regarder un écran de loisirs, aujourd'hui, la sédentarité d'un côté et l'inactivité physique, la baisse de l'activité physique de l'autre, sont aujourd'hui 2 grands dangers qui font qu'on va vers une pandémie aujourd'hui sanitaire, une bombe à retardement sanitaire qui touche notamment les plus jeunes générations. La crise sanitaire est venue par-dessus, mais les chiffres étaient déjà très mauvais avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 tiers des jeunes générations, des enfants et des ados, qui sont dans une situation sanitaire préoccupante parce qu'ils font plus de 2 heures de temps d'écran, mais là, avec la crise sanitaire, c'est souvent passé à 5, 6, 7 heures par jour de temps d'écran. Et je pense que là, on rejoint une question sur la culture, et même le pass culture. C'est comment on fait en sorte d'avoir des pratiques alternatives aux écrans. Il y a ça d'un côté, et puis il y a le fait du manque d'activité physique, puisqu'on est à moins d'1 heure par jour, souvent, et aujourd'hui on a la moitié de la population en France qui est en surpoids, qui est en obésité, et ça c'est des maladies chroniques derrière, diabète, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est des facteurs de comorbidité pour le Covid-19, c'est tout cela derrière, donc c'est un coût très important. Donc en un seul mot, il faut bouger plus. Il faut bouger plus tout le temps et dès le plus jeune âge. Voilà. Et donc, se lever en classe, prendre l'escalier. Donc voilà, c'est un peu le sujet qu'on va aborder la semaine prochaine dans le rapport. Je ne vais pas donner tous les éléments du rapport, mais voilà, il y aura des choses très intéressantes en termes de politique publique, dès le plus jeune âge, à l'école, à l'université, où on est très très mauvais, dans le milieu professionnel, dans les établissements médico-sociaux et sociaux, parce que là aussi c'est très important pour prévenir les troubles du vieillissement. Mais voilà, pour moi, le grand enjeu, il est là, sur la santé publique et la lutte contre la sédentarité. Merci. Il y avait une question tout à l'heure de madame.
Oui, alors moi, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque par rapport à monsieur le maire de Clermont-Ferrand, ville que j'apprécie beaucoup. Mais vous parlez de Clermont-Ferrand, beaucoup de Clermont-Ferrand, qui est une zone urbaine, qui est une grande ville. Vous ne parlez pas de ruralité. Nous, dans la Nièvre, dans le Cher, dans l'Indre, nous avons beaucoup d'espaces de liberté, comme vous dites, d'expression, mais nous n'avons pas beaucoup de structures culturelles. Nous n'avons pas les moyens financiers de faire des pistes de skateboard, de faire tout ce genre d'équipement. Donc c'est pas le même discours. Voilà, c'est deux mondes complètement différents. J'habitais en Bretagne pendant 19 ans. Je reviens dans la Nièvre. On ne peut pas avoir le même discours quand on habite le Morbihan et quand on habite la Nièvre. Et alors moi, je pensais dans mes réflexions, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une solidarité par rapport aux droits d'enregistrement, de droits de mutation qui vont au département, qui vont aux régions. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas être réparti sur le plan national? Merci. Avant de vous repasser la parole, est-ce que Mireille, vous voulez réagir? Vous n'avez pas eu la parole depuis longtemps sur différentes choses qui ont été dites. Je vais rebondir sur ce que dit Madame, parce qu'on a parlé de la culture pour tous, l'accès à la culture pour tous, la démocratisation de la culture qui est en panne, qui a commencé mais qui est en panne. Et c'est vrai que ce n'est pas la même chose de faire de la démocratisation de la culture dans la Nièvre et de la faire à Paris ou de la faire à Clermont-Ferrand. Mais justement, l'articulation, il faut une politique. Il faut une politique d'État, il faut une politique de la région, il faut une politique du département. Et si cette articulation-là ne se fait pas, et s'il n'y a pas de politique générale, alors il y a la création des cafés associatifs, parce que les citoyens, ils sont pas idiots, ils se sont cultivés à des époques, ils ont connu des choses, et ils fabriquent des choses sur le terrain. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas pallier en permanence aux impasses. Alors, il faut une vraie politique de gauche pour la culture. Moi, je ne parle pas de sport, parce que j'y connais rien. Donc, j'en pratique même pas. Alors, voilà, de la culture. Moi, je fais un peu de jardin. Non, je suis nulle, c'est comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Mais je me porte pas trop mal. Voilà. Donc, la démocratisation de la culture, on l'a fait comment? Et on l'a fait comment à gauche? La question, elle est là, parce que le pass culture, non. Voilà, non. Merci. Olivier Bianchi, vous aurez le mot de la fin. Il nous reste 4 minutes pour conclure ce débat. Je ne sais pas si je dois avoir le mot de la fin. Le pass culture, il est d'autant plus nul que les 3/4 des territoires français avaient créé leur carte culturelle. C'était le cas des régions, c'était le cas de beaucoup de villes. Et que j'avais dit, moi, plusieurs fois à la ministre, que plutôt que d'inventer un truc, on aurait mieux valu s'en inspirer, nous coordonner, regarder ce que ça avait fait. Les biais, d'ailleurs, des chèques qu'on avait rencontrés nous-mêmes, etc. Et d'ailleurs, nous, c'était une carte jeune, donc elle était sport et culture, en fait. Voilà, juste pour ce point-là. Sur le point rural, je vais prendre des pincettes parce qu'effectivement, la Nièvre, j'ai bien entendu que... Mais d'abord, il faut qu'on sorte de l'idée que rural pauvre, ville riche. Je dis juste ça, il y a du rural riche, moi j'en connais. Et moi, par exemple, je suis dans la catégorie des villes de plus de 100 000 habitants, une des plus pauvres de France. Nous, vous savez, il y a 140 000 habitants intramuros, il y a 50 000 moins de 25 ans, 40 000 étudiants, tous ces gens-là ne payent pas d'impôts. Le reste, j'ai une grande partie de femmes célibataires, veuves, des ouvriers Michelin qui se sont tués à la tâche, qui sont des tout petits propriétaires en paupérisation très forte, qui ne peuvent pas payer beaucoup d'impôts. Et quand je fais un point d'impôt à Clermont-Ferrand, on fait rentrer 800 000 euros dans les caisses de la ville, c'est-à-dire rien du tout quand on fait des voiries avec de l'eau et des canalisations pour... Je me rappelle d'une rue un peu compliquée, 70 habitants, 700 000 euros. Donc je relativise, c'est-à-dire qu'il y a des raisons, il y a des villes pauvres, et on a au sein de nos populations beaucoup, parce que nous on a fait du logement social, qu'on a maintenu en centre-ville, etc. Donc je ne vais pas faire pleurer sur les chaumières, mais ça c'est une réponse pour qu'on n'ait pas, et vous avez d'ailleurs parlé un peu du Morbihan, il se trouve que ma mère est du Morbihan, donc je connais un peu. Voilà, il y a des endroits où quand même la ruralité est moins pauvre qu'à d'autres endroits, etc. Par contre, je pense que la solution, c'est l'intercommunalité. C'est-à-dire que nous, par contre, quand je passe à l'échelle de la métropole, c'est 21 communes. Et ces 21 communes,
Il y a du urbain, il y a du rural et du périurbain. Donc en fait, moi j'ai des vaches sur la métropole. On a des volcans, etc. Donc on a des hameaux. On a 2 communes qui sont composées de 7 à 8 hameaux. Donc le rural, on connaît et on le gère dans les métropoles. Et c'est pareil, je pense, pour les communautés de communes. C'est-à-dire que l'intercommunalité, pour moi, est une façon de remplacer nos pauvretés en faisant ensemble. Parce que si je devais vous dire un truc, 36 000 communes, c'est juste... Moi, je veux bien qu'on soit dans le rural pauvre, mais enfin, quand on est maire de 250 habitants, peut-être un jour qu'on accepte de reconnaître que la paroisse du Moyen-Âge, c'est terminé, il faut qu'on passe à autre chose. Je dis ça, je dis rien. On est aussi pauvre de notre propre incapacité à nous projeter dans une révolution territoriale, quoi. Donc ça c'est la réalité des choses. Et après, l'intercommunalité peut faire des choses. Et nous, on a saisi ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous, les conventions de réciprocité. Moi, j'en ai déjà signé 2. J'en ai signé encore d'autres. J'en ai signé une avec le pays de Saint-Flour. J'en ai signé une avec le parc des volcans. J'en ai signé une avec les communes du Sancy. Donc l'idée, c'est de prendre... ces conventions ont été voulues par l'État pour que des pôles urbains qui ont de l'ingénierie, qui ont des moyens, etc., mettent en place des liens de coopération et de solidarité avec des territoires ruraux qui peuvent bénéficier de ça. Mais ce n'est pas simplement un truc de coloniaux, puisque chacun donne à l'autre et que le tissu rural peut amener lui aussi des savoir-faire, des compétences ou des moyens. Et donc on définit des axes de politique publique, on travaille ensemble. J'ai souvent mis la culture dedans, mais pas simplement, le tourisme, le thermalisme, etc. Donc on peut aussi inventer des fraternités en quelque sorte, ou des solidarités de territoire qui peuvent se faire avec le monde rural à partir de l'urbain. Quand on est une métropole, je le dis souvent, c'est parce que je suis fils de cheminot, j'aime bien cette métaphore, c'est sûr, on est la locomotive. Il n'y a pas de secret. Donc c'est bien dans la locomotive qu'il faut jeter le charbon pour qu'elle avance, mais il faut que la locomotive, elle accepte de tirer les wagons qui sont derrière. Si elle est égoïste et qu'elle part toute seule, il faut arrêter de lui donner du charbon. Merci beaucoup. Il est 17h30 et donc nous arrivons à la fin de ce débat. Je vous remercie tous d'avoir été présents et d'avoir apporté vos contributions et participé aux échanges. Merci à vous 4 d'être venus à la Charité pour partager votre témoignage. Bon après-midi.